Polysécure, épisode technique, je suis avec Frank. Oui, bonjour et bonsoir tout le monde. Salut Nicolas, ravi de vous revoir. Ça faisait un petit bout depuis la présentation du Sécure. Oui, effectivement, ça a été difficile de trouver un moment. Exact, mais on reprend les bonnes habitudes. C'est parti, mon kiki. C'est très important. Tu vas nous aborder deux sujets. Le premier, c'était un retour d'expérience pour des choses de phishing que je trouve très intéressantes et très pertinentes justement pour nous aider à se préparer. Puis le deuxième volet, ça va être sur toutes les licences M365 parce que c'est la jungle. Et dans la jungle, il nous faut un guide. C'est ça, exact. Tu as entièrement raison, Nicolas. Surtout qu'évidemment, dans les licences, on va pas vous ennuyer pendant le podcast, évidemment, de faire tous les plans et les licences, je vous rassure. On va juste vous donner les grandes lignes et les grands moyens des changements dernièrement au niveau des brands. Et puis, effectivement, Nicolas, je lui ai donné, c'est aussi plus ou moins sa Bible. D'après ce que je vois, on a à peu près les mêmes outils, mais on a un lien qu'on pourra vous donner qui est le M365 Maps et qui permet vraiment de vous aider là-dessus. Il y a aussi une nouvelle génération de plans et de gestion sur un Microsoft Defender et je ferai un petit retour. Je laisse d'ailleurs une image que j'ai pu récupérer qui reprend un cheat sheet en fait de tout ça et qui va pouvoir vous aiguiller peut-être un peu mieux pour le MDO et le MDE puisque c'est les nouveaux termes et les nouveaux acronymes pour Microsoft Defender Endpoint ou Microsoft Defender Office. Voilà, donc sans plus attendre, effectivement, je swap sur le premier point qui est le phishing ou le retour d'expérience de phishing. Alors, ça paraît peut-être un petit peu bizarre de préciser phishing, mais en fait c'est phishing as a service. Et là on est dans le nouveau acronyme. D'ailleurs, si vous le mettez sur Google aujourd'hui, vous tapez PH AAS, vous allez tomber sur beaucoup de choses qui se font parce qu'aujourd'hui beaucoup de groupes donnent la possibilité d'avoir accès à des choses qui sont auto-installables très rapidement et qui peuvent évidemment se setuper comme n'importe quelle application, on va dire classique ou en tout cas légale, légitime, mais qui sont pas légitimes en tant qu'évidemment utilisation puisque c'est fait pour évidemment aller scammer ou voler et autres points au travers du système. Donc là, le système de phishing as a service et pourquoi c'est aussi important et que là, moi, dans mon job et depuis presque un mois maintenant, on est sérieusement attaqué de manière très sophistiquée, de manière assez récurrente et targetée aussi, parce que je suppose qu'on n'est pas les seuls targetés dans le point, au vu de ce que j'ai pu remonter au CCC, c'est que ils utilisent évidemment le cloud public pour se setuper rapidement. Donc, je vais pas faire de la pub pour l'inverse. On va croire que je suis contre Amazon parce que je vais parler d'AWS, contre Microsoft parce que d'habitude je suis évidemment Microsoft, mais pas de bol, c'est Amazon qui est pris. Peut-être qu'en fait les hackers, ou en tout cas les gens qui font ça, préfèrent et que c'est plus facile sur AWS que sur Microsoft, mais vous voyez pas un quelconque triturage de ma part de basculer le fait que les méchants sont sur AWS plus que sur Amazon, mais je pense qu'effectivement pour d'autres raisons, je pense que c'est plus facile de se setuper facilement sur AWS que sur Azure. Pour des raisons simplement de tenant d'ailleurs et des raisons évidemment de rester le plus facilement sous le radar, ce qui est moins évident chez Microsoft que sur AWS. Donc, c'est AWS qui est utilisé, des EC2, Amazon CES, qui est l'équivalent de SailGrid dans Azure, qui souvent sont les outils de renvoi de mail en masse. Et donc, ça passe pareil. C'est-à-dire qu'en fait, ils installent des systèmes qui font que ils essayent de trouver évidemment des sites. Et là, moi, je suis très, très étonné. C'est ce que je disais off the record avec Nicolas au moment où on a démarré le podcast. C'est que je suis étonné que le DMARC, le SPF et le DKIM est très, très mal compris. Ou en tout cas très mal expliqué ou très mal, en tout cas installé sur beaucoup de gros sites à aujourd'hui ou beaucoup de clients. Et à aujourd'hui, c'est par là qu'ils passent. En clair, ou en tout cas qui arrive, en tout cas sur les termes légitimes, au-delà des vulnérabilités évidemment des sites. Et Dieu sait qu'on en a aussi découvert 3-4 parce qu'ils utilisent des sites qui eux-mêmes ont des vulnérabilités de renvoi de mails. Et alors, un des points que je peux vous dire, parce que je peux pas tout vous dire en termes, mais vous comprendrez par mes NDA de boulot et par le fait que j'ai remonté, mais il y en a un qui, comme c'est une entreprise publique, que je peux la préciser, quand je dis public, c'est public privé, c'est qu'en fait, maintenant, c'est très très malin, et ça, c'est tellement clever que, petite news pour le Polysécure, c'est qu'ils utilisent des faux caddies
Donc, entendez-moi bien, ils vont faire des achats sur des stores d'antivirus. En l'occurrence, c'était i7, mais il y avait Avast en même temps. Les stores d'antivirus et de i7 font un caddie, et quand ils arrêtent évidemment l'achat ou quand ils sont prêts à valider l'achat, le caddie fait un callback. Parce que vous devez évidemment valider l'achat du callback pour vous dire que vous allez revenir sur votre achat parce que vous êtes passé par votre boîte de banque ou par PayPal ou par Square ou par ce que vous voulez. Ben là, il s'arrête ici. Il récupère évidemment le lien pour le garder vivant. Et le callback, évidemment, pour le faire, ben là, ils vont prendre ça en mail. Ils vont le mettre dans le mail en disant vous venez d'acheter, avec un putain de mail super cool d'achat en disant dites donc, vous avez laissé un truc sur le caddie, votre nom et compagnie. Avec en plus le vrai site légal où là tout est bien comme il faut, mais dans Query String, le callback qui est fait, c'est qu'au moment où vous cliquez, automatiquement, il vous renvoie sur un autre site aussi qui pilote et compagnie, qui est souvent légal. Là, par contre, j'ai une disclosure, je peux pas dire quoi, mais ça a été un site open source. Et là, ce site open source qui est légal, qui a même pignon sur GitHub et compagnie, est utilisé pour envoyer sur quoi? Simuler un fake d'un login Microsoft. Et ça, c'est pour le vol de credentials. J'en ai pas beaucoup trouvé sur GCP. J'en ai trouvé un ou deux qui resimulent les apps, les automatiques SSO AWS, même mais AWS, pareil, c'est pas Amazon.com si vous avez votre compte privé au travers des organisations. Donc ça, faites attention aussi. Mais c'est surtout le Microsoft, puisqu'on sait qu'à 90%, tout le monde passe par l'AD. Donc évidemment, ce serait débile de pas faire. C'est pas parce qu'ils préfèrent Azure ou ils préfèrent AWS. Hein, on n'est pas dans cette considération-là. Dites-vous bien que les méchants, ils aiment rien. Hein. Ce qu'ils aiment, c'est de faire du fric et que vous soyez le produit que vous êtes fait avoir. Hein. Ils sont pas comme nous à dire je préfère un tel ou je préfère d'autres. Ils en ont rien à secouer à ce niveau-là. Donc là, bon, c'est effectivement le login Microsoft et c'est super bien fait. Honnêtement, le blur est là, le fond, le background, on voit bien l'image, elle arrive, c'est la même image à couper le souffle. En plus, ils récupèrent le CSS, donc comme ils ont votre TLD au travers évidemment du nom de domaine, automatiquement le CSS, si vous avez mis un logo, le logo arrive automatiquement. Donc le gars peut évidemment totalement dire c'est mon logo, c'est machin. En plus, ils vous ont targeté, ils sont malins, leur HTML marche avec des query strings, des dièses, avec en base 64 votre nom en mail. Donc comme ça, vous voyez pas que votre mail évidemment est mis dans le lien de l'URL. Mais lui sait l'interpréter parce qu'il a le petit JS qui fait un décode du B64, puis là il vous le met évidemment dans le lien en disant regarde, c'est toi que tu venais de te mettre tout de suite. Donc ce serait Nicolas qui viendrait à je viens de me faire avoir.com et qui permettrait d'y aller direct. Et là vous mettez votre mot de passe en toute bonne foi et tout compte fait, soit pour ceux qui veulent aller plus loin, arrivent quand même à gérer évidemment la partie, et c'est ça qui est complètement incroyable, la partie de gestion de retour, évidemment, de renvoi là où vous vouliez aller, puis pour vous, qui s'arrête là. Sauf que là, vous êtes fait parce que vous dites, merde, j'ai pas mon CM, mon MFA qui a été lancé, ou que j'ai pas été dans tel site. Bon, là, ça doit vous alerter que vous venez de vous faire avoir par un fake total. Et puis si vous cliquez sur d'autres boutons à côté ou sur d'autres points, ou quand il vous dit tiens, rajoute d'un autre compte, comme par hasard, ça ne marche pas. Parce que là, évidemment, comme vous renvoyez ça sur une page HTML totalement faké et refait, c'est dièse qui est mis là, donc il n'y a pas de code, évidemment, qui est géré à ce niveau. Donc, pour toute cette partie-là, en fait, et pour le côté... Alors, allez voir, d'ailleurs, Mendiant a fait dernièrement un blog là-dessus, quelques gros sites, évidemment, de recherche malware et compagnie. C'est ce qu'on appelle souvent, alors il n'y a pas que celle-là, mais ça fait partie d'une grosse campagne, c'est la caféine campagne. La caféine campagne, c'est la campagne de vol de credentials de Microsoft. Et pour se contrer tout ça, c'est pas évident. C'est pas si évident, parce que comme je vous le disais, la partie des mails qui arrivent pour que ça soit les leads, soit c'est des vulnérabilités, comme je viens de vous le dire, de renvoi de mails, donc d'un callback qui évidemment refait sur du legit. Donc là, moi, j'ai eu quand même 3 vulnérabilités sur des sites totalement différents et de haut niveau. Et quand je dis de haut niveau, c'est des sites très connus ou des institutions très connues. Et les autres, c'est 3-4, c'est souvent même aussi des sites pignon sur rue connus ou des entreprises même privées, genre un courtier, comme je disais à Nicolas, un courtier bancaire, j'irai pas plus loin, mais un courtier bancaire ou courtier d'actions. Et ces sites-là se sont fait spoofer.
En fait, tout bêtement, ils se sont fait spoufler parce que c'est fail, c'est bon sur SPF, c'est bon sur des Kim, mais c'est fail sur des marques. Et là, ils se sont fait pouffer, ça vient de l'Intel. Et puis, si la personne n'a pas évidemment ça se fait un vendredi à 16h, au fait, j'ai oublié de te dire, tu vois bien le vrai nom du site et que là, on n'utilise pas, puis que le lien de l'URL est tellement super bien fait, puis c'est en base 64 que je viens de vous dire. Puis la seule chose, c'est de vous remettre sur un login Microsoft qui est aussi plus ou moins bien fait. Bah là, à 4h15 de l'après-midi, un vendredi, je peux vous assurer que c'est certain. La moitié, je dirais, allez, on va mettre 4 si tout le monde commence à nous écouter, mais la moitié va évidemment taper son code ou va taper son mot de passe et va se faire avoir. Donc, pour contrer tout ça, je vous dirais qu'il y a évidemment du gros boulot en amont, faire attention à avoir du Defender, avoir les bons plans, avoir les bons systèmes. Bon, ça, c'est aussi facile à dire parce qu'il faut avoir les skills, il faut avoir les gens, il faut avoir les plans, il faut avoir l'argent, il faut avoir les licences adéquates et ce qui doit être installé. Donc là-dessus, j'avoue que Microsoft, quand vous êtes en E5 et que vous avez Defender Plan 2 Office, on verra d'ailleurs juste après les licences et compagnie que vous avez, ils sont quand même très très forts à maquer. Mais là, quand même, vous passez par des sites qui sont légaux et les guides. Donc par défaut, ils ont du mal à le voir. À moins que si vous targetez, eux, ils vont vous dire je suis pas sûr de le mettre en jeune, donc si quelqu'un ne l'a pas mis directement, eux ils se disent moi je laisse passer parce que pour défaut lui il en a accepté plein d'autres, donc je vois pas pourquoi celui-là je l'accepterais pas. Le lien, à part le lien, si au cas où en même temps on fait sa job évidemment de URL Defender et de gestion de regex où après vous prenez tous les URL puis vous les bloquez, lui il va pas être idiot, il va faire évidemment ce qu'il faut derrière et il va l'emmagasiner pour tous les autres. Puis ça va vite, ils savent, c'est pour ça que les méchants changent rapidement et que je dis que c'est du phishing as a service parce que évidemment eux ont un C2, les C2 je les ai trouvés, malheureusement j'essaye de péter le mot de passe, j'y arrive toujours pas, mais on va essayer de le trouver, mais ils passent par alors attention, ils passent par du Japon. Là, on a eu aussi du Japon, on a eu le gouvernement du Brésil, beaucoup de sites sur le gouvernement du Brésil, du .com.br ou .com.br, beaucoup de sites évidemment de WordPress, tout ce qui est CMS, WordPress ou Joomla qui sont évidemment hackés, qui eux permettent d'être juste les passations de la connerie où ils font juste deux jobs pour évidemment pas se trouver. Parce que dites-vous qu'en plus, derrière, et c'est là où je finirai évidemment après avec la résultante de comment se protéger au mieux, c'est qu'en plus, ils utilisent Cloudflare. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est qu'en plus, les vrais IP qui sont derrière, maintenant, ils sont as a service avec Cloudflare. Donc, ils sont évidemment le cloud public. Ils déploient sur le cloud public leurs affaires avec évidemment les points. Et derrière, ils sont Cloudflare pour pas qu'on récupère évidemment les IP. Et Cloudflare ne pourrait pas le savoir plus qu'autre chose puisqu'on ne vient pas les consommer. Donc, pour eux, à la limite, c'est même pas par rapport à Cloudflare qu'ils vont évidemment attaquer parce que eux se rebasculent derrière, mais leur infrastructure en tant que telle est la chose qui va évidemment gérer du côté AWS et compagnie est planquée par Cloudflare derrière. Je suis désolé, je sais que je devrais pas dire ça, mais je trouve ça tellement clever et drôle parce que je me dis, purée, ils sont quand même doués à prendre toute cette énergie et tout ce temps. Donc c'est là où je vous répète qu'il n'y a pas de personnes protégées sur cette putain de planète. C'est que si on en est capable d'arriver là, on est dans du monde professionnel, c'est professionnalisé, c'est des skills où ça veut dire que ça gagne beaucoup d'argent plus ou moins facilement et avec en plus des choses qui font que là, s'ils continuent, c'est que ça marche quand même bien, puis qu'en plus on est un petit peu dans le borderline, donc ça fait toujours très sexy et que c'est toujours très sexy de se croire d'être dans une mission impossible et d'avoir évidemment d'être le méchant, d'être contre Ethan Hunt. Mais là évidemment, voilà, puis si ça gagne du pognon, c'est sûr que c'est mieux. Donc vous allez me dire après coup comment on peut faire. Alors c'est là où ce qu'on avait idée avec Nicolas, c'est de vous apporter éventuellement au moins une petite solution, une mitigation intéressante. La seule, mitigation que je vois rapide, efficace et quand même assez sympa, c'est le branding. N'oubliez pas que dans la AD au niveau d'Azure, vous avez ce qu'on appelle le Azure Branding de la AD qui vous permet de vraiment de localiser, d'intersonnaliser, et de branderiser, en fait, j'aime pas ce terme-là, mais on va dire brander en anglais, mais donc de customiser, c'est ça que je cherchais aussi, c'est encore aussi un mot anglais et non pas français, mais donc de mettre à votre façon toute la partie du login au complet, puis ça en plus, vous pouvez avoir différentes
localisation, le fameux N8, la localisation, c'est-à-dire le fait de le mettre en anglais, en français, en espagnol, enfin selon les bureaux que vous avez, mais surtout de jouer sur la partie design de l'affaire. Donc votre logo, montrer que c'est bien le logo et autres, mais surtout le fond d'écran. Le logo, ça vient avec le CSS. Le fond d'écran est un petit peu plus compliqué à épiquer. Les round squares, éventuellement, parce qu'ils peuvent aussi avoir différentes affaires, si vous voulez être black ou light. Vous pouvez jouer sur aussi l'aspect, évidemment, très graphique si vous voulez le faire. Et le fait d'avoir le background, ça veut dire aussi que les gars, là, faut qu'ils aillent le télécharger. J'ai pas dit qu'ils pouvaient pas le faire, j'ai pas dit qu'ils pouvaient pas le mettre, mais ça commence à devenir moins automatisé et un peu plus chiant à gérer. Puis ça signifie que vos gens vont avoir vite l'habitude, s'ils voient un blur, puis que c'est des scripts qui disent ils ont pas fait leur boulot, ou pas fait leur devoir, puis que c'est pas un état voyou qui a targeté votre boîte pour faire ça correctement et comme il devrait l'avoir, bah, automatiquement, c'est sûr que là, le branding va faire que vos gens vont au moins réclamer. Enfin, ils vont vite voir que si c'est pas le fond X ou Y, bah, que c'est un fond blur, c'est pas bon, c'est un fake immédiat. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, avec toujours ce même idée de branding, si vous êtes un peu plus mature, vous avez des gens qui veulent faire ça proprement et correctement et avec une communication des gens, vous pouvez avoir un fond avec évidemment de manière très subtile, un peu comme les watermarks, avec éventuellement si vous avez des bonhommes ou si vous avez peu importe un fond avec une couleur de quelque chose qui a de toute façon une couleur, enfin un objet ou autre, bah vous pourriez jouer sur cette couleur par éventuellement effet tous les 3 mois. Alors après, vous pourrez le faire tous les mois, hein, ou toutes les semaines si vous voulez. Là pour le coup, ce serait évidemment encore plus mature. Puis vous pourriez aussi l'automatiser parce que maintenant ça y est, ils ont les modules pour automatiser le branding, faire des templates de branding, des templates pourraient tourner si vous avez les moyens et le temps de le faire. Mais ça, si vous le faites au quarter, hein, au moins 4 fois par an, bah vous pouvez faire ensuite une présentation en disant n'oubliez pas, vous savez, une semaine avant la fin du 3 mois, au fait, la chemise du petit bonhomme, au lieu d'être verte, pour les 3 prochains mois, elle est orange. Ça veut dire que même si les gars ont targeté votre entreprise et ont quand même éventuellement repris votre background, bah, s'ils n'ont pas fait gaffe qu'ils ont repris le background d'hier, qu'on vient de changer de mois, puis que là la chemise est bleue, puis que la chemise devrait être verte, bah, vous savez aussi que c'est un fake et qu'on est en train aussi de vous targeter. Donc, ça a l'air d'être trivial, mais il n'y a pas non plus 36 000 moyens pour évidemment contrer la notion quand on est sûr de voir évidemment tous les liens et autres. Pour tous ceux qui sont alertes ou qui font partie de l'informatique, c'est possible, mais dites-vous que ça arrive au meilleur. J'en connais. Absolument. Absolument. Ils sont rendus vraiment bons dans les... Ils sont très très bons et c'est arrivé au meilleur. Donc évidemment, ça arrive à tout le monde. On peut faire n'importe quoi dans n'importe quel sens. C'est vrai qu'il faut faire très très attention. Donc j'avouerai que ça met une mitigation qui devient et qui rajoute un point évidemment compliqué à ce niveau-là. Donc il faut vraiment faire gaffe et je pense que c'était intéressant qu'on vous en parle en même temps. C'est un peu quelque chose que je vis depuis un mois là. D'ailleurs Nicolas le sait parce qu'on a reculé 2 fois le police aujourd'hui à cause de ça parce que j'étais pris en noir mais en différentes difficultés. Donc je trouvais que c'était aussi intéressant de vous dire qu'est-ce qui s'en vient, où on s'en va là, et c'est important. On parle de cloud à tout le temps, depuis presque 1 an ou 2 à Polysecure, au travers de tout ce qu'on fait sur la technique, au travers du cloud public, mais il y a aussi son revers de médaille où les méchants vont l'utiliser aussi. Donc si vous utilisez Cloudflare, ils l'utilisent. Si vous utilisez CI/CD, ils l'utilisent. La notion de service avec AWS ou Microsoft, ils l'utilisent. Les notions de faker, évidemment, la notion, puis là, ils sont un petit peu bête parce que si je pense qu'ils savaient développer, ils pourraient faker encore mieux parce qu'on pourrait piloter la DLL qui est évidemment derrière. Mais bon, ça, je vais pas leur donner des idées, mais on va dire que là, c'est pas que de l'HTML qu'ils pourraient faire, mais ils pourraient aller encore plus loin et dites-vous qu'on peut encore aller plus loin. Donc, plus vite vous allez mettre des habitudes à vos gens, plus vite vous allez mettre des habitudes à vous, plus vite vous allez éventuellement éviter aussi des grosses surprises dans ce truc-là parce que après le MFA, on a pu voir que Microsoft a mis les chiffres depuis 1 mois sur le two-factor, mais vous savez, le MFA fatigue quoi qu'on en dise, ça prend quand même monsieur et madame Michu qui fait ça pendant 10 fois, 20 fois dans la journée, à un moment donné, à 5 heures du soir, on a ras le bol. Donc, c'est sûr qu'elle va dire approuve, elle va mettre le numéro, elle va mettre la petite derrière pour le faire. Donc, faites attention à ça. Voilà. On va sauter sans plus attendre, évidemment, la partie licence. La partie licence pour nous est un vrai problème quand on fait du M365 et surtout de l'Azure, parce que évidemment la grosse difficulté est surtout des gens qui sont un petit peu en architecture ou des gens qui sont des fois en proposition, alors même pas spécialement des fois dans les TI, quand même dans les TI, parce que la 365 touche des fois la partie pure, effectivement, mais des fois il y a aussi le développement dans les
4 back-end évidemment connus, mais même pour des gens comme Nicolas qui sont des architectes en sécurité, des architectes vraiment de solutions à déploiement ou à migration et compagnie, le contexte, évidemment, de dire, oh, vous faites ça, mais de dire, tu m'as dit de faire ça, mais je peux pas parce que tout compte fait, je suis le domaine du pauvre parce que tu m'as pas dit qu'il fallait telle licence-là, tel plan, puis que ça me rajoute tel coût. Et qu'avant qu'on dise quelque chose, faut peut-être aller voir, évidemment, le plan avant pour être sûr et certain qu'on n'est pas, évidemment, dans le trouble au travers de l'entreprise, surtout au travers des différents brandings que Microsoft a évidemment changé avec le temps. Puisque maintenant, c'est tout et Microsoft 365. Il n'y a plus de notion d'Office. D'ailleurs, si vous allez dans Compliance, aujourd'hui, vous tapez Compliance Microsoft.com, désormais, ça s'appelle Purview. Donc, c'est Purview qui devient Compliance parce qu'il devient aussi MIP et AIP de l'époque et ainsi de suite et ainsi de suite. Puis, en même temps, les gens ont du mal à comprendre les licensing et la notion du plan. Microsoft n'est pas une OBNL, il n'a pas non plus changé toutes ces idées de dire on passe en compute, mais j'ai arrêté de vous faire chier avec des licences à la mode Windows. Non, ça c'est dans un monde de oui Kalinours. Non, Microsoft c'est toujours une boîte où il va falloir faire du fric avec des licences et qu'il y a une notion. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus cool, c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus, j'en fais exprès, laxatifs et non pas laxistes, mais on va dire un petit peu plus oui, ça va faire mal aux fesses si le gars commence à comprendre que son coût est un petit peu plus fort là-dessus. Puis ça marche autant pour Azure, parce qu'Azure c'est pareil, il y a un vrai métier de coût à gérer, donc le coût aussi au niveau de ces gens sont importants. Donc il y a la notion de licence, et dès qu'on parle de licence dans M365, ça touche les users. N'oubliez pas que ça touche les users. Si on vous dit que c'est une licence Simple, Business, Basic, Family ou après E3, E5, parce qu'il y a les licences évidemment pour le côté privé ou le côté family, il y a les licences Business, côté PME, puis il y a les licences Enterprise. Donc ça a 3 niveaux évidemment différents, et les 3 niveaux différents sont avec des niveaux de coûts différents, mais avec les outils qui vont évidemment derrière. Pour les gens qui nous écoutent, même si c'est PME et autres, c'est plutôt business ou après E3, E5. D'ailleurs, je considérerais aujourd'hui, vous feriez de l'économie pour toutes les PME qui nous écoutent de basculer sur du E3 que de rester sur du business et de rajouter des plans. Parce que des fois, avec le E3, il y a des plans qui sont sous-entendus et que là, vous feriez, oui, évidemment, peut-être au coût utilisateur $1 ou $2 de plus, mais à la longue, vous y gagneriez avec tous les outils qui vont avec, au lieu d'aller jongler, évidemment, sur du business. Tout ça, de toute façon, ne vous enlève pas le fait que Microsoft n'est pas encore aussi une OBNL. Ça vous donne le Office genre grand à large, peu importe sur lequel vous avez. C'est-à-dire les fameux Word, Excel, PowerPoint, même pas, Access, mais je veux dire que ça soit To-Do, Teams, Flow et les 4 back-ends classiques, Exchange, SharePoint, OneDrive et Exchange Online. Mais vous n'avez pas pour autant accès à Visio, vous n'avez pas pour autant accès à Power BI, vous n'avez pas autant pour accès à CRM Dynamics, vous n'avez pas pour autant accès effectivement à tout ce qui est project. Tout ça, c'est des outils qui sont à côté, qui sont dédiés au Office, mais qui ont des licences aussi ou des plans qui sont des plans plus pour le côté. N'oubliez pas que la licence, c'est du côté client, du côté public, et le côté plan et le côté back-end pour le back-end chez eux. Ça, quand les gens comprennent ça, déjà, ça se libère aussi au niveau de la tête. Vous voyez plan côté back-end Microsoft parce qu'il va être managé, c'est Microsoft de l'autre côté. Côté licence, c'est du côté public et du côté user. À partir de là, quand évidemment tout ça est à peu près compris, vous comprenez bien que évidemment dans cette mesure de licence et de plan, la notion plan, c'est souvent basique, plan 1, plan 2. Ils n'ont pas réinventé la poudre. Vous n'avez pas de plan 3. Je ne crois pas qu'il y ait un plan 3 qui existe quelque part là-dessus. Donc ça veut dire que basique, free ou basique, c'est que vous avez vraiment la base, mais vraiment la base, genre pas vraiment grand-chose. Pour l'AD, par exemple, oui, vous avez l'AD, mais l'AD free ou l'AD basique, vous n'allez pas bien loin. Un basique peut-être un tout petit peu plus, mais vraiment pas bien loin. Faut passer au plan 1, qui vous fait genre du $6,50 par utilisateur, entre $4,90 et $6,50 selon qui vous êtes. Puis ça vous donne quand même beaucoup de choses. Les conditions de l'accès, c'est l'accès vraiment à l'AD, presque le branding que je vous disais, vous l'avez. Tout ce que vous n'avez pas parce que vous allez passer au plan 2. Le plan 2, ce qui vous amène le plus, c'est le CASB, mais c'est surtout le PIM. Donc le privilège identity management, qui est le saint graal de l'identité pour dire qu'on donne des privilèges aux gens qui se connectent. Et une affinité évidemment sur les conditional access et la notion des points où
vous l'aurez éventuellement par rapport aux applications, par rapport au ring des endpoints, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous dirais que la partie, effectivement, des plans sont plus dans des notions où vous allez vite comprendre que c'est plus dans un groupe complet de back-end de services que vous avez qui est mieux. Maintenant, au niveau licence, c'est les accès aux apps, c'est les accès aux apps online seulement ou les accès aux apps desktop. Souvent, quand on est Mac, on n'a pas le choix, on doit prendre du desktop. Si vous n'êtes pas au 3.5, ben vous êtes mort, parce que vous n'aurez pas les apps sous Mac, à moins que vous vouliez que du browser, mais là aussi, c'est moins facile. Puis après, il y a la partie Intune ou Copilot, et avec les Defender, évidemment, donc les endpoints et toute la partie device qui rentre en jeu. Donc là, c'est important, effectivement, pour la partie évidemment des Microsoft as Business Consumer et compagnie, comme on précise, ou la partie évidemment Microsoft 365 App Enterprise, au travers des licences, c'est la notion entre guillemets de qu'est-ce que ça doit générer en termes de, comment dire, de matrice. C'est-à-dire que la matrice que vous pourrez voir, puis allez sur M365 Maps, parce que je vous ai promis qu'on n'allait pas vous fatiguer non plus pendant ce podcast avec évidemment la liste complète des choses, mais pour vous donner une ordre d'idée, c'est que concernant la vision de ce que vous avez toujours le Office, évidemment il l'appelle Office, mais c'est Microsoft Office sur la partie E3. Donc, en fait, c'est Microsoft 365 pour les outils au global et c'est Office 365 pour la partie Office. Et quand vous êtes E3, automatiquement, vous avez soit E3 avec E3 plus Security, ou soit vous êtes E5 et E5 inclut le Security. Et quand vous êtes E3 et évidemment plus Security, obligatoirement, attention, il vous oblige, ou en tout cas quand on dit on vous oblige, c'est pas qu'il vous oblige, c'est que pour certaines licensing, vous devez avoir le plan qu'il faut. Je vous explique. Vous me dites, bah moi, tout compte fait, bah alors je vais rester éventuellement basique sur mon AD. Mais ils sont malins parce que basique, il n'y a que pas grand chose. Mais si je me mets E3 plus sécurité, ouais, mais E3 sécurité, il faut être à des premium, donc il faut passer en plan 1 obligatoire. Donc d'un côté comme de l'autre, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ils ont été encore. Il y a quand même des gens très intelligents qui ont évidemment pensé à tout ça. Vous ne pourrez pas aller à l'un sans avoir à l'autre. Il y a certains endroits où ils savent que là, il y a un step à passer, et ça, c'est un choix d'entreprise de le faire. Mais vous inquiétez pas, c'est sur des choix où les gens ont de l'argent, où les gens n'ont pas le choix, et que c'est des grosses sociétés qui le font, comme je vous parlais tout à l'heure du P2 avec le PIM. Comme par exemple pour le E3, si vous faites de l'application de management ou du config management ou de l'endpoint analytique, vous devez être en Intune plan 1. Si vous n'êtes pas en Intune plan 1, ça marche pas non plus. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout en étant E3 par contre, parce que vous êtes AD pour 1. Donc l'AD prend quand même toutes les unités, le multifactor, le password protection, les entreprises roaming, les external identities, donc tout Entra en fait, tout Microsoft Entra, qui est le nouveau terme d'Entra, le Cloud App, c'est le Cloud App Discovery. Vous avez les termes of use, les temporary le TAP, le temporary access, le SSPR, les SMS signing. Donc vous avez vraiment une grosse partie qui est faite. Maintenant, dès que vous passez en entreprise Windows 3, puisqu'il y a aussi évidemment la partie device, ben là vous avez tout ce qui va avec dans la partie de la machine. Donc ça veut dire aussi que vous êtes Custom Shell, Defender antivirus, MDN, et puis là ils se sont plus fait chier depuis la 18 ou 19.03 Microsoft, c'est que l'intégralité des agents, puis ça ils en font exprès jusqu'alors, maintenant, donc 19.03, ben, c'est 2019, mars 2019, donc depuis on va dire fin 2019, moi je dirais, jusqu'à aujourd'hui, et la pandémie évidemment accéléré le mouvement, c'est qu'à aujourd'hui, l'intégralité des Windows, surtout depuis Windows 10, mais alors excessivement depuis Windows 11, c'est que tous les agents, MMA agents, AMA agents, tous les nouveaux systèmes sont dans les Windows. De toute façon, sauf qu'ils sont dormants. C'est des services qui sont lancés. Les services sont dormants, ils sont soit délayés, soit non délayés ou stoppés, ou même pas stoppés, ils sont actifs, mais ils vont vérifier si vous vous loguez en hybride, AD joining ou registreur. Et que c'est pour ça qu'ils vous demandent un compte Microsoft School ou perso, savoir si même à titre perso vous avez des licences, parce que ça va définir dans les services l'intégralité de comment votre Windows va se comporter et comment votre Microsoft Defender va se comporter aussi et comment le endpoint va se comporter. C'est pour ça que d'ailleurs les entreprises utilisent Copilot et Intune pour aller les déployer, récupérer évidemment et déployer les licences parce que la personne est soit AD compliance, donc soit AD hybride et il est pris, soit il est AD registers parce qu'il a ajouté son compte à l'intérieur, ou soit pire, quand je dis pire, c'est dans le bon sens, c'est qu'il est
automatiquement hybride AD joining. Et donc là, au niveau AD joining, il a en plus une AD physique. Donc là, les licences sont de toute façon déployées. Il n'y a même plus le KMS comme on avait à une époque. Là, ils savent qu'ils peuvent déployer le truc. Et là, les agents s'ouvrent. Donc là, ils disent, il est E5, il est E3, c'est bon, moi, je joue Jevan. Et puis là, je remonte les logs si j'ai les informations. Rappelez-vous aussi, puis ça c'est encore une astuce à vous dire, c'est que si vous n'avez pas fait correctement votre job avec votre Sentinel avant, votre SIEM ou les logs du workspace, le workspace, n'oubliez pas, c'est le workspace log qu'il faut, SIEM n'a rien à voir, il va s'appuyer sur le workspace. Si le workspace n'a pas été déclaré avec les AMA qui sont faits, vous n'avez pas la connexion évidemment dans les agents évidemment derrière. Donc soit il faut le faire à la main, soit il faut aller rechercher la clé du workspace, vous avez des notions, ou vous avez des scripts qui permettent de remettre éventuellement l'intégralité de vos machines en place. Ça peut se faire sur iTunes, vous avez des scripts automatiques parce que tout ça, ça peut marcher pour des serveurs, pour des VM, pour des endpoints, mais peut-être que l'endpoint qui est fermé, ou il n'est pas ouvert, ou ça tombe à un mauvais moment. Bref, il y a plein de choses qui font, mais ça veut dire qu'en toute logique, quand vous avez préparé votre package de déploiement, le workspace a déjà été fait. Si vous le faites en cours de route, il faut évidemment faire attention à tout ça. Puis là, vous embarquez évidemment tous les outils adéquats à ce niveau-là. Donc, c'est quand même important de le savoir parce que les gens ont du mal à comprendre évidemment entre les licences des gens et les licences des endpoints et la licence, mais ça va avec. Le S1 va avec les gens et les endpoints en même temps. Et puis évidemment, vous avez ensuite la partie, ce qui est important. Puis là, j'ai donné aussi une image que peut-être, en l'occurrence, ça mettra aussi peut-être d'accès ou je sais pas comment il fera votre lien pour accéder à cette image. C'est un cheat sheet en fait pour le faire. Il y a maintenant Microsoft Defender ou toute la famille Defender Cloud, comme vous savez, qui vient d'être rebrandé, refait, regéré, remis. Maintenant, c'est security.microsoft.com, comme je vous dis, compliance, c'est Purview, et puis maintenant, c'est Defender, et tout passe par MDE ou MDO, donc le Microsoft Defender Endpoint ou le Microsoft Defender Office. Et donc, le Microsoft Defender Office, c'était votre Exchange Online Protection, ou votre Microsoft Defender maintenant Office 365, qui d'ailleurs n'existait pas, il y avait que l'EOP qui existait à une époque. Et puis il y a Microsoft Defender Office 365 plan 1 et plan 2 aussi, parce que là évidemment il y a l'EOP départ. Ça, c'était le logique. Puis maintenant, ils ont la deuxième logique de dire, non, comme on a maintenant Defender et qu'on l'a amélioré avec plein d'autres choses, on a mis plan 1 et plan 2. Comme je l'ai précisé, puis avec Nicolas Off the Record, on a un peu regardé le point, en fait, dans le OP, ils vous remettent tout ce que vous aviez à l'époque, spam, phishing, malware, bugs, spoof intelligence, admin quarantaine, rapport et compagnie. Par contre, donc ça suit en fait une logique entre protect, detect, investigate, response. Mais évidemment, dans toute la partie plan 1 et plan 2, quand vous êtes plan 2, c'est que vous êtes E5 la plupart du temps. Même avec le 5, vous ne laisse pas le choix d'être plan 2 parce que vous payez la licence par l'utilisateur. Et là, ça sous-entend que derrière, vous avez Microsoft Defender pour Office avec les workloads, vous avez le time of click protection par email, vous avez l'anti-phishing Defender, vous avez les user domain impersonation, vous avez les alertes de SIEM, comme on disait, Microdata Security ou Sentinel. Après, dans les investigates, pour la partie autant de 1 et 2, vous avez les audit logs, les SIEM integration, les real-time detection. Donc, ça veut dire toute la partie simulation qu'on retrouve dans Office, et puis aussi toute la partie investigate, hunting, investigate, où là, vous avez les graphes, là, ça fait super film d'espion avec toutes les radiales en termes de modules, puis les graphes qui disent, lui, il a cliqué là, lui, il a cliqué ici, puis ça fait comme une sorte de base graph. Ça, c'est assez sympa. Puis, là, ça s'arrête là pour le plan 1. Faut passer au plan 2 pour ensuite avoir vraiment les Threat Explorer, les Threat Tracker, les campagnes Viewer, la partie de Microsoft Defender. Ça veut dire que là, Microsoft Defender devient votre SOC offline, on va dire. Je dis offline parce qu'en fait, ils sont là pour vous préparer à vous dire voilà ce qui se passe en campagne là aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a. Il y a ça, on a vu ça, on a vu ça. Tous ceux qu'on a de la planète qui est branchée chez nous, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'il en est. Comme vous êtes aussi avec les agents au travers d'Intune, ce qu'on vient de voir, et que vous êtes plan Defender, grâce au endpoint, qui vous renvoie en disant aussi, vous êtes vulnérable là, vous êtes vulnérable là, vous avez un CVE sur tel macOS, vous avez un CVE sur tel Windows, vous avez votre browser qui n'a pas été mis à jour et compagnie, et c'est à vous,
avec en plus le niveau de CVE et le niveau de CSVSS. Donc là, la notion d'être 8,4, 9,2, peu importe, là, il vous donne le truc et c'est à vous de dire, en plus, il vous redonne pointer avec l'URL directement dans votre endpoint. Donc vous allez sur endpoint.microsoft.com et en plus, il vous redonne la liste en disant, dans les 329 machines, vous en avez 18 qui sont touchées. À vous de faire le job, pouvoir faire le patch, pouvoir faire l'update, vous forcer l'update. N'oubliez pas qu'une chose, pour forcer l'update, ça dure entre 4 heures et 8 heures, hein, donc faire attention évidemment là-dessus, mais c'est vraiment dans cette point-là. Puis après, vous avez le response. Et là, dans le response, ils ont fait très fort, ils ont mis le ZAP en place, donc le Zero Hour Auto Purge. Donc là, maintenant, on purge toutes les notions de ces défauts positifs, c'est sur la seule heure que j'ai répondu à compagnie. Le raffinement surtout et les entrées pour toutes les blocklists. Donc là, ils vont faire des systèmes, vous savez, les blocklists des URL, les priorités tags, par exemple. Toutes les priorités tags, là, les prevention à compte. Dans les entreprises, vous avez votre CEO, vous avez le BOC qui est la secrétaire de ces gens-là. Ça aussi, les oubliez pas, s'il vous plaît. Souvent, on oublie la secrétaire des messieurs, mais c'est la secrétaire qui bosse et qui fait des trucs où ils vont tuer les CEO et les CEO. Mais c'est quand même les secrétaires qui sont targetés plus que les gens, parce que normalement, c'est pas le gros patron qu'il faut laisser vraiment des gros privilèges. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont évidemment en tag, et puis avant c'était géré par Microsoft, mais là ils ont été plus malins, ils ont décidé maintenant que ça soit un slider pour dire on fait on-off sur la protection, puis après vous le gérez en tag, mais là le tag vous pouvez en créer autant que vous voulez, donc vous pouvez faire priority account, vous pouvez dire puis là il est en rouge, vous pourriez dire je sais pas moi account RH, ou ça c'est mes patrons, ou ça c'est le truc boss, ou là vous êtes admin privilège dans les TI, ou ça c'est les clouds et security, puis là ça veut dire que dès qu'il y a phishing, automatiquement les tags changent de couleur, mais vous avez des tags de priorité. Puis ça, ces tags-là sont manipulables, évidemment, dans les responses avec les logic apps ou les alertes ou Power Automate. Donc, si vous dites que c'est un priority account, vous cherchez même pas s'il y a une attaque quelconque et que vous voulez même pas prendre de risque. Là, c'est revoke password, par exemple, et revoke session. Donc, le fait de faire un reset password, revoke session, vaut mieux faire ça et qu'il n'y a pas eu de clic, qu'il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de ceci, mais c'est un priority account, on ne sait pas trop, c'est un samedi soir, il est 2h ou il est minuit et puis qu'on ne peut pas faire, et de dire à son patron, écoute, refais ton password, puis de toute façon, tu peux le faire tout seul parce que tu as ton SSRP qui est le password reset qui est évidemment setupé, et ça permet évidemment de gérer les trucs. Comme ça vous donne surtout que quand les alertes tombent, eux, ils vous alertent vraiment très fort au travers de ces tags-là. C'est-à-dire qu'évidemment, au travers des plans, ces alertes-là, vous pouvez aussi prendre du SMS, vous pourriez très bien faire du tam-tam, des signaux de fumée, je dis des bêtises, mais c'est vraiment dans des notions de dire on alerte quand même du monde pour que ça réponde et pour que ça soit comme un peu un pull request dans un GitHub et compagnie. Donc, vous avez ce qu'on appelle le R, le Automatic Investigation Response. Vous avez le Threat Explorer. Le Threat Explorer, c'est vraiment fantastique. C'est lui qui vous éclate en disant est-ce qu'il y a eu d'autres qui ont eu des mails comme ça? Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu des campagnes comme ça? Est-ce que tu as vu aussi le YOC que j'ai sur mon URL Quick Events? Est-il le mail avec le email URL info? Parce que les tables, il faut les cumuler. Est-ce que mon email Events génère évidemment les mêmes informations? Parce que comme c'est plusieurs tables pour gérer évidemment tout ça, on n'a pas tous les logs au même endroit. Donc, faut soit faire des KQL ou des choses comme ça. Et eux vont vous renvoyer évidemment tous ces points-là. Et puis évidemment, vous avez votre SIEM. Tout ça renvoie évidemment sur Sentinel si vous avez un Sentinel derrière qui est géré. Donc, dans la partie évidemment du post-breach investigation et hunting, c'est quand vous êtes MDOP1 et que vous êtes évidemment E5 avec Office Plan 2, vous avez en plus, tout est pris en charge, à part pour la partie EOP ou Secure Exchange. Mais attention, en plan 1, en plan 2, je terminerai avec ça, c'est Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams et OneDrive Business. C'est les 4 qui sont pris en avant. Vous avez même un malware qui va aller s'installer dans SharePoint, l'autre il va vous le préciser, il va vous le renvoyer sur MCAS, sur Exchange, sur ce que vous voulez. Là, ça va être repris évidemment pour eux. C'est une infrastructure qui est une infrastructure commune en termes de véhiculement des informations. Donc je trouve qu'effectivement c'est très important et honnêtement de gérer Microsoft Defender Plan 1, MDOP1, MDOP2 et d'avoir évidemment dans cette notion d'investigation de cette ligne, c'est très important quand vous faites votre analyse aussi de risque, votre analyse de qu'est-ce que vous voulez faire en termes de choix de sécurité et compagnie, de penser quand même au départ au choix de plan et de licence.
ou jusqu'à quel niveau vous êtes à l'aise aussi au travers des coûts, parce que tout ça, il va falloir les justifier, ou en tout cas de le faire. Alors, si vous êtes quelqu'un de Cloud First complet et que vous êtes mur à mur Microsoft et autres, voilà, je vous dirais, prenez le simple. Alors, m'achetez pas du Checkpoint, m'achetez pas des conneries d'appliance, ne refaites pas des antivirus de marde dans les postes, utilisez tout ce que vous avez, parce que vous auriez pas mieux de toute façon. C'est encore une fois, un chasseur n'est que bon que quand il connaît son terrain de chasse. Donc, si vous êtes sur un terrain de chasse connu, si vous utilisez, j'ai pas dit que Microsoft était parfait, mais il y a une règle de 80-20 où le premier qui me dit qu'à 80% Microsoft fait pas la job, à date dans Gartner, et même certains, encore une fois, Red Teamers que je connais qui bossent dans des boîtes vertes, me disent aujourd'hui que MDE, ou en tout cas que Microsoft Defender fait quand même bien suer beaucoup de Red Teamers aujourd'hui pour passer au travers des j'ai pas dit que ça se passait pas, mais encore une fois, il faudrait savoir le contexte, le scénario, et être sûr que ça soit du black box total et que ça soit éventuellement, vous savez, mon coup de gueule que j'ai passé au travers d'un autre Polysecure avec Nicolas sur les black box cloud. Donc c'est pareil aussi pour les black box, grey box, white box sur les pentests de endpoint et autres. J'aimerais éventuellement être sûr et certain que le contexte n'était pas déjà sous labo ou sous contrôle, je veux dire, parce que c'est pas si évident que ça de passer la main. Maintenant, quand on est userland, passer des points. Par contre, les vols de tokens, ça se fait quand même assez encore facilement. Des vols par rapport à des renvois de phishing, ça se fait facilement. Des notions de gestion d'email forwarding, si on n'a pas fait ce qu'il faut, c'est OK. Mais par exemple, Microsoft a viré son SMTP Basic Code depuis mars. Donc, là, maintenant, Basic Code, ça va être compliqué. Même les async d'iOS ou d'Android, ça se fait pas non plus. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que ça se lie quand même à de l'argent, n'oubliez pas. Et là, on n'a même pas passé la partie subscription, évidemment, Azure. Mais dans la subscription Azure, c'est pareil. Hein. Vous avez une subscription Azure, vous êtes CSP, vous êtes pay-as-you-go, vous êtes Enterprise Agreement. Donc, par défaut, là, vous n'allez pas vous faire et vous consommez, vous payez ce que vous consommez ou la taille des trucs. Mais là encore, quand vous êtes évidemment Azure, bah, vous devez éventuellement setuper Azure Security Center, qui est maintenant le Azure Cloud Defender. Et encore une fois, le Azure Cloud Defender vous sauve l'intégralité vous-même. Là aussi, il y a des coûts entre les Kubernetes, les Key Vault, les Web Apps, les VM, les SQL, les machins, puis là, ils vont les granuler pour évidemment vous dire ce qu'il en est, mais ils vous facturent pas si vous êtes à zéro. Donc, les comme ça, si quelqu'un le fait, et surtout dans votre subscription dev que vous vérifiez des fois pas jamais, bah au moins c'est vérifié un minima, et que si un dev fait une connerie, oublie un truc, même dans la dev, évidemment vous n'êtes pas pris de court. Donc c'est un petit peu tout ça où les licences vous obligent à être responsable et surtout d'avoir la maîtrise évidemment de ce que vous êtes au niveau des contextes. Et des fois on peut penser que c'est plate évidemment de parler sous de licence ou plan, mais souvent malheureusement ça amène évidemment à savoir quel outil bien utiliser à six mois. Donc écoutez, j'espère que je vous ai éclairé, j'ai donné les liens et les cheat sheets à Nicolas et j'espère que le phishing vous a plu, mais voilà. En tout cas, c'était ce qu'on voulait en tout cas, c'est ce que moi je voulais vous annoncer, ou en tout cas vous expliquer pour aujourd'hui. J'aurai beaucoup d'autres infos pour les prochaines Polysecure. J'espère en tout cas un petit peu moins pris ces derniers temps, mais pas mal de nouveautés à droite à gauche. J'ai beaucoup de nouveautés à vous annoncer sur des choses que j'ai le droit de vous annoncer maintenant, parce que je suis sur du NDA Microsoft aussi, donc il y a des choses qui ne peuvent pas être dites, mais là il y en a certains qui viennent de sortir ou en tout cas en preview, mais que moi je connais, qui étaient en preview déjà depuis 8 mois, comme le ASM et compagnie. Donc j'aimerais éventuellement vous en parler parce que ça va aussi encore une fois révolutionner pas mal les affaires pour la suite. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires à Nicolas. Oui. Puis Nicolas, merci encore pour l'invite. Vous posez des questions pour qu'on puisse justement adresser des sujets spécifiques. Oui, et puis n'hésitez pas en tout cas au plaisir de vous revoir et une excellente fin de journée pour ceux qui nous écoutent. Merci à vous. Merci. Et à la prochaine. Merci énormément.